Initiation à la littérature française. Les grands garçons. Par Paul Géraldy. Comédie en un acte. La chambre d'un jeune homme dans l'appartement de ses parents. Un petit lit, une table de travail, une armoire quelconque, des chaises dépareillées. On a mis là ce qu'on avait. Des livres. Scène première. Jacques Dureux. Jacques, 25 ans, travaille, tout seul, enfoncé dans un fauteuil, les pieds sur le bord de sa table, à la hauteur de sa tête. Il lit dans un gros livre et fume une petite pipe. On frappe. Jacques. Qu'est-ce que c'est? Une femme de chambre. Entr'ouvrant la porte. Monsieur Jacques, c'est Monsieur Dureux. Ah, tout de même. Dureux. Entrant, c'est un jeune homme du même âge. Tu travaillais? Pourquoi viens-tu si tard? J'avais Henriette. Naturellement. Elle fait des courses dans ton quartier. Je dois la retrouver à 5 heures près d'ici. Il regarde l'heure. Jacques. Toi, tu finiras par te faire rencontrer avec ta maîtresse par mon père ou par mes sœurs. Comment va-t-on chez toi? Tu entends ce que je t'ai dit? Répète. Comment va-t-on chez toi? Tu entends ce que je te dis? Oui, oui, comment va-t-on chez toi? Bien, bien. Papa est fatigué. Tiens, il vient de terminer son projet pour l'hôtel de la rue Georges II. Je t'ai dit qu'il avait la commande. Je t'ai dit qu'il avait la commande? Tu me l'as dit au moins 25 fois, tu le connais, ce projet? Non, mais Jacquemin le connaît. Il dit que la façade est très belle, que le volume des toits est tout à fait heureux, que l'ensemble a un grand caractère, moderne et puissant à la fois. Il a une activité folle tempère en ce moment, il me semble. Tu ne te doutes pas de la somme de travail qu'il fournit. Il se surmène, c'est clair. Il a veillé depuis 1 an. Il se voûte. Tu n'as pas remarqué? Non. Je lui trouve l'air triste. Il doit avoir de gros ennuis. Quel ennui? Des ennuis d'argent. Cette faillite de la banque Badé l'a touché beaucoup plus qu'il ne l'a dit. Tu crois? Il vend presque tous ses tableaux. Tu n'as pas vu que le prudent n'est plus dans la salle à manger? Et puis, il serait temps pour lui de se reposer. L'année dernière, il en parlait. Il préparait même une croisière dont il rêve depuis longtemps. Cette année, il n'en parle plus et j'apprends de tous les côtés qu'il accepte des travaux énormes. S'il avait des ennuis d'argent, il te le dirait. Papa? Tu ne connais pas papa. Il est là? Oui, dans l'atelier. Si j'allais lui serrer la main, pourquoi faire? Ce serait plus poli. Va, mon vieux. Accompagne-moi? Non. Pourquoi? Est-ce mon père ou moi que tu es venu voir? Tu veux pas que je lui serre la main? Il s'en passera très bien, tu sais. Je m'en doute, mais j'ai le sentiment que tes amis lui font plaisir quand ils vont le voir. Et puis, je dîne souvent chez toi. Tu m'entraînes toujours dans ta chambre après le café parce que les conversations de famille t'ennuient. À la fin, moi j'ai l'air d'un mufle. Ça t'est égal que j'ai l'air d'un mufle? Je ne t'empêche pas d'aller voir mon père, moi. Si tu en as envie, vas-y. Je n'ai jamais vu un tyran comme toi. Pourquoi n'es-tu pas venu hier? J'avais Henriette. Encore. Elle n'est libre que le mardi. Tu sais bien que nous passons tous les mardis ensemble. Mais aujourd'hui, ce n'est pas mardi. Non, mais aujourd'hui est un jour exceptionnel. Il était entendu qu'à partir de Pâques, tu viendrais travailler avec moi tous les jours. La plupart du temps, tu ne viens pas à cause d'Henriette. Quand tu viens, tu arrives très tard à cause d'Henriette. Tu pars très tôt à cause d'Henriette. Tu m'ennuies, je l'aime, moi, cette petite. Je comprends ça, mais il faut que tu penses à ton avenir, mon vieux. L'agrégation n'est plus très loin, mais mai, juin... Je travaille le soir. Aussi, tu as une jolie mine. Cette année est très importante pour toi. Il faut que tu sois reçu. Je le sais bien. Qu'est-ce que tu fais demain? Demain, tu as Henriette. Comme par hasard? Ce n'est pas certain. Elle m'a dit, à partir de lundi, il faut que nous commencions à voir ensemble la codification des lois du travail. Entendu? Jacques qui a ouvert un tiroir. Qu'est-ce que tu penses de ces cravates? Comment? Tu t'es encore acheté des cravates? Celle-ci. Tu passes ta vie à t'acheter des cravates, mon ami?
Tu aimes celle-ci? Non. Jacques impressionné. Ah, eh bien, tu n'as aucun goût. Le bleu est facilement vulgaire. Celui-ci est charmant et tout à fait rare. Je ne trouve pas. Voilà un temps qui est joli. Oh, un marrant, évidemment. Ce n'est pas dangereux. Tu ne te compromets pas. Du ressongeur. Moi aussi, j'ai besoin de cravate. Jacques, encore? Veux-tu que je t'en cède? Tu vois que tu en as trop? Je ne t'offre pas cette bleue. Pourquoi? Tu la trouves laide? On s'y habitue. Très bien, je la garde. Sale type. Prends ce marron puisque tu l'aimes. Un marron? Bien. Jacques ferme le tiroir. Quelle heure est-il? Se fâchant. Oh, il y a 10 minutes à peine que tu es là. Reste tranquille. C'est nouveau ça. Il s'approche d'une photographie encadrée, accrochée au mur. Oui, j'ai acheté ça ce matin. Qu'est-ce que c'est? C'est un fragment de la prédelle de la Madone de Cortona. Hein? C'est très beau, je te préviens. Poseur. Et célèbre, mon pauvre ami. C'est de qui? C'est de Fra Angelico. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente une vierge au tombeau. Le sentiment est délicieux. Le Christ est descendu sur la terre et s'est mêlé au groupe de ceux qui ont enseveli sa mère, tu vois? C'est le Christ qui est là. Pourquoi tient-il un enfant dans ses bras? C'est là qu'est la jolie idée. Ce que le Christ tient dans ses bras, cette pauvre petite figure émaillotée, c'est l'âme de sa mère, rapétissée, réduite. Jésus berce cette âme qui a souffert pour lui, comme sa mère l'a bercé lui-même. Le bercé est devenu le berceur. C'est adorable, un peu précieux, enfin, c'est italien. Ah, il regarde sa montre, cette fois. Attends une seconde. Je ne peux pas. Attends une seconde, j'ai reçu une lettre d'Yvonne. Tu ne pouvais pas me le dire plus tôt? Tu pars tout le temps. Quel type, il ne pense qu'à sa lettre, et il me laisse bavarder, là, comme un imbécile. Alors? Tirons une lettre du tiroir de sa table. Une lettre admirable. Quand vous mariez-vous? Je ne sais pas, quand j'aurai une situation. Allons, avec ce que ton père te donnera, tu pourrais très bien. Ne dis donc pas de bêtises. D'abord, mon père me donnera très peu de choses. Il a l'intention d'avantager largement mes sœurs, ce qui est très naturel. Et puis, comme je te l'ai dit, il doit être gêné. Tu crois que j'accepterai l'idée de m'installer à Paris sans rien gagner, tandis que mon père continuera à travailler pour son ménage et pour le mien? Non, mon vieux, non. Yvonne a 20 ans, j'en ai 25. Nous pouvons attendre. Je me marierai quand je pourrai offrir moi-même à ma femme une situation pas trop indigne d'elle. D'ailleurs, je compte que bientôt, tu devrais te fiancer alors. Je suis fiancé. Fiancé officiellement. Pourquoi? Ça serait plus agréable pour Yvonne et pour toi. Je ne trouve pas. Tu n'as toujours rien dit à ton père? Non, je parlerai à mon père quand je pourrai me marier. Je ne tiens pas à jouer ici. Pendant un an, peut-être plus, ce rôle idiot du petit jeune homme qui veut se marier et qui ne peut pas. C'est bien déplaisant, ces mystères. Il n'y a pas de mystère, mais ce sont des choses dont on n'aime pas beaucoup parler dans sa famille. C'est délicat. Il suffirait que je sois mal compris pour que... Oh, ton père comprendrait. Naturellement, il comprendrait, mon père n'est pas un imbécile. Alors, écoute ce que m'écrit Yvonne. Tu ne pourrais pas lui dire simplement comme à moi, écoute ce que m'écrit Yvonne. Je te passe les premières phrases. Tu n'as pas besoin de savoir comment elle m'appelle. Mais ceci, vous m'aviez dit. La porte s'ouvre, entre Monsieur Pélissier, Jacques fourre la lettre dans sa poche, et d'un ton rogue, voilà papa. Scène 2, Monsieur Pélissier, Jacques Dureux. Monsieur Pélissier, Jacques, veux-tu me prêter tes journaux? Tiens, vous êtes là, Dureux. Bonjour, monsieur. Vous travaillez? Non, nous bavardons. Ah, nous allions nous mettre au travail. Tiens, voilà le temps et les débats. Il lui donne les journaux. Monsieur Pélissier mettant les journaux dans sa poche. Merci beaucoup. Je vous dérange? Oh, monsieur, je demandais justement à Jacques si on pouvais aller vous voir. Vous savez bien que vous me faites toujours plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Tu ne sors pas? Non, pas maintenant.
Pourquoi? Sors pendant qu'il fait bon, il y a encore soleil. Voilà mon fils, chaque fois que j'entre chez lui, il m'envoie promener. J'ai raison, en t'ordonne de marcher, tu ne le fais jamais. Tu es comme un enfant. Regarde la mine qu'il a. C'est vrai, vous avez l'air fatigué. Monsieur Pélissier, regardant la photographie pendue au mur. Tiens, la Madone de Cortona. C'est la mise au tombeau dont je te parlais hier. Pourquoi? Que je te parlais hier. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu l'avais, animal? Vous connaissiez cela, du rôle? Non, c'est une jolie chose. N'est-ce pas? Jacques mit tendre une boudeur. Papa, je voudrais que tu sortes. Mais laisse-moi donc tranquille. Vous comprenez le symbole? Pendant qu'on ensevelit sa mère, le Christ tient dans ses bras un enfant. Cet enfant, c'est l'âme de la morte, toute réduite à présent. Et il la berce ainsi que sa mère l'a bercée. C'est joli de sentiment, n'est-ce pas? Un peu précieux peut-être, enfin, c'est italien. Quoi de nouveau chez vous? Le printemps. C'est toujours le printemps pour vous, jeunes gens. Et puis... Jacques à son père, maussade. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive de nouveau? Il travaille. C'est vous, monsieur, qui travaillez? Monsieur Pessi. Oui, je viens de terminer les plans d'une grosse affaire. Jacques m'a dit un hôtel moderne. Ah, vous êtes au courant, un hôtel, en effet. C'était un programme assez drôle. Dureau, sans vouloir voir les signes que Jacques lui fait depuis un moment derrière son père pour qu'il se taise, et ce sera naturellement très très moderne. Monsieur Pessi, naturellement, ce qu'il y a d'amusant, voyez-vous, dans toutes ces machines-là, c'est qu'elles nous forcent à sortir des vieilles formules. Un magasin de nouveautés, une banque, une gare, un restaurant, ça ne peut pas être Louis XV ou Louis XVI, c'est certain. Il faut traiter tout cela avec des moyens neufs, satisfaire des exigences multiples qui nous forcent à sortir des anciennes. Jacques, agacé par cette causerie qui a l'air de vouloir durer, a renfermé dans son tiroir la lettre qu'il y avait prise. Il sort de la chambre nerveusement. Monsieur Pélissier tourne la tête vers la porte que Jacques a fermée avec un peu d'irritation, achevant sa phrase d'une voix distraite. Les anciennes proportions. Scène 3. Monsieur Pélissier, Dureux. Sans doute nous avions autrement. Il faut bien construire autrement, d'autant que... Attendez un peu. Il lui montre la porte. Qu'est-ce qu'il a? Il a l'air furieux. C'est parce que je ne suis pas sorti. Je vous ai dérangé si j'ai interrompu. Mais en aucune façon, nous n'avons pas de secret. Menteur, c'est évident, je vous ai dérangé. Mais non, je vous assure que non. Est-il bête? Vous ne pouvez pas le dire. Il va ouvrir la porte. Il a filé. Il a fermé. Navré. Non, mais est-ce bête? Ah, mais il n'a pas un caractère très facile. Vous savez que nous passons notre temps à nous disputer tous les deux. Vous êtes bien aimable. Je vais le chercher. Je vous défends de bouger. Enfin, qu'est-ce qu'il compte faire? L'épouser? Sursautant qui? Malin, c'est bien. Soyez discret, ne trahissez personne. Il aime le mystère. Faisons-nous. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il s'imagine? Je la trouve charmante, cette petite. Je dis charmante. Elle est mieux que ça. Elle est charmante, intelligente, jolie, vous la connaissez? Oui. N'est-ce pas qu'elle est jolie? Je crois bien. Un joli type de femme moderne. Qu'est-ce qu'il attend? J'en raffolerai, moi, de ma belle-fille. Voulez-vous me dire ce qu'il attend? Ah, il n'a pas de situation. Oh, voilà une raison. Est-ce que je ne suis pas là? Il sait bien qu'il n'a qu'à parler, seulement parler. À quel âge avez-vous perdu votre père, Dureux? J'avais 15 ans. 15 ans, ce sont encore les langes. En somme, il ne vous a pas connu. Vous aimez les livres de votre père? Moi, beaucoup. C'est-à-dire, enfin, ce sont des ouvrages très techniques. Dame, et vous, un fils de médecin, vous n'avez pas songé à faire votre médecine? Mon père disait toujours qu'il ne le désirait pas. Parbleu! Vous auriez aimé que Jacques fût architecte? Je ne sais pas, j'ai toujours dit que non. J'aurais surtout aimé un fils qui me parlât. Le mien est muet. C'est embêtant. Ne rien se dire, c'est peut-être encore la meilleure façon de comprendre quand on sait qu'on pourrait se dire quelque chose. Vous trouvez? Vous l'intimidez. Allons donc. Quand il était petit, passe encore. Les rapports de père à enfant
pendant une quinzaine d'années sont ceux de gendarmes à malfaiteurs. Mais tout de même, nous n'en sommes plus là. Quelquefois encore, à présent, vous pensez devant lui un air dur. Vous ne vous en apercevez pas, mais vous êtes dur. Comme tous les tendres, on vous gourmande, mais on se dit, demain, comme je me rattraperai, pensez, un fils fait de votre chair, né de votre esprit, créé nom d'un chien, quel copain vous allez en faire? Tout d'abord, le banal bébé sur lequel vous avez penché une grimace ridicule est devenu un garçonnet, mal équarri, joueur, turbulent, devant lequel il a fallu se courroucer avec ennui. Puis un grand flandrin de bachelier, paresseux, orgueilleux, sectaire, puis un soldat lointain, quémandeur, somnolent. Mais la dernière chrysalide tombe. Le voici enfin devant vous. Il a 25 ans. C'est un homme. Quelle époque dans une maison. Quel but atteint. Quelle arrivée. Et on est là, tendu vers lui. On va se comprendre, hein, tous les deux. On est de même souche, on est de même chair, on va pouvoir parler enfin. Ah oui, c'est le moment où l'on commence à se taire. C'est le silence, le silence. Le fils est là, dans la maison, sa chambre est au bout du couloir. Mais que se passe-t-il dans cette chambre? Qui pense-t-il? Qui médite-t-il? Ses amis, ses maîtresses le savent. Mais pour les parents, pour le père, qu'y a-t-il dans cet inconnu? Qu'y a-t-il derrière cette porte? L'ami qu'on attendait ou bien un étranger? L'ami, monsieur, l'ami, je sais. Moi, je peux vous le dire. Mais un ami timide et même un peu honteux, qui a peur de se montrer, qui se cache. C'est que sa mère n'est plus là. Vous comprenez, Dureux? Alors, dame, ça compte davantage. Vous me direz que j'ai des filles, c'est vrai, ou j'ai 2 filles. Mais les filles, alors, c'est le contraire. Ça parle trop. Marie et Jeanne sont de bonnes petites. Elles sont gentilles, intelligentes. Mais l'homme, Dureux, tout de même l'homme. Il est là, l'homme, soyez tranquille. Si vous l'entendiez parler de vous, mais vous êtes son modèle et ne jure que par vous. Si vous saviez comme il admire ce que vous faites. Lui? Ah, ça non. Mon ami, non. J'y vois plus clair que vous ne pensez. Non seulement il ne m'admire pas, d'ailleurs, je lui en demande pas tant, mais j'ai l'impression quelquefois, il hésite une seconde, et puis, un jour, mon petit Dureux, c'était l'année dernière, pendant les vacances à Marlotte, nous nous sommes amusés à prendre des gants de boxe, Jacques et moi, un après-midi, et à faire un peu de sparring. Vous savez, peut-être que c'est moi qui ai pris la boxe à Jacques. J'en ai fait beaucoup d'autrefois. Ça a été ma grande passion, et j'ai même passé pour solide. Nous commençons vaguement un assaut. Touché, je suis touché, diable, attention. Nous reprenons, touché encore, tiens, je veux me ressaisir. Pas le temps, touché à ça. Est-ce que ce galopin, j'essaie indirect, il le part et touché Dureux, il a fallu finir par crier grâce. Je n'étais plus le plus fort, hein. Comprenez-vous ça? Oui, le galopin, c'est une impression curieuse, je vous assure. L'élève, le gosse devenu, ça fait un drôle d'effet. On est fier, on est même content, car au fond, qu'est-ce qu'on voulait? Porter son fils au-delà de soi-même. J'avais fait tout ce que j'avais pu pour qu'un jour il me dépassât. On est tout de même un peu troublé quand on s'aperçoit tout à coup que ça y est, quand on a réussi. C'est qu'ils vous prennent à ce moment-là une assurance, qu'ils vous aient dépassé, encore une fois, c'est bien. Ce qu'on n'aime pas beaucoup, c'est qu'ils s'en rendent trop compte. Après l'aventure des sparring, j'ai commencé à me méfier, et maintenant, il m'arrive souvent à table, par exemple, quand je m'écoute un peu parler, de surprendre les yeux de ce grand garçon sur moi et d'éprouver une inquiétude. Oui, je croise par hasard son regard. Oh, un regard sans sévérité, un regard sans indulgence aussi, un regard qui juge, et je m'arrête. Je me dis qu'il en sait peut-être beaucoup, plus que moi sur la question, que là-dessus aussi, peut-être il est plus fort, comme au sparring. Et moi, qui me lançais comme un gosse dans des phrases, j'hésite, je suis plus sûr. Je n'ose plus continuer. Je me sens pas tranquille, comprenez-vous, Dureux? Éclatant. C'est révoltant, ce malentendu. Moi qui connais Jacques, moi qui sais... Chut,
Qu'est-ce que vous savez? Je sais qu'il vous adore et qu'il est tout près de vous. Mais vous ne voyez donc pas à quel point il vous ressemble. Non. Mais c'est vous-même. Il a votre voix, votre rire. Tenez, ce geste que vous faites. M. Pellissier a frotté son nez avec le dos de son index. Oui, celui-là, ce geste-là. Monsieur Pellissier, ce geste-là. Mais c'est le sien. Et quant à votre rire, c'est extraordinaire. Il a votre rire à un point. Monsieur Pellissier content. Non, c'est vrai. À ce point-là, mais bah, signe extérieur, résultat de la vie en commun. On se passe éthique, on garde le reste jusque rit. Jacques rit comme moi, mais savez-vous comment il pense? Comme vous, monsieur, comme vous. Exactement comme vous. Allons donc. Quand il s'est agi d'élire un député dans notre arrondissement, nous sommes allés voter ensemble. J'ai voté pour Lucien Bernard, il a voté pour Merceroux. Mon père me disait, un jeune homme qui a 20 ans n'est pas quelque peu anarchiste, mais de sensibilité. Et un homme qui a 40 ans n'est pas un peu réactionnaire, mais manque d'intelligence. Il disait cela à votre père. Direux. À 20 ans, un jeune homme, c'est vrai. À 40 ans, un homme parbleu. À l'âge de Jacques, attendez donc. Oui, j'étais rouge à l'âge de Jacques. C'était l'époque de la brasserie, de la rue Cadet, de Charvet et de l'ami du peuple. Vous aussi, vous auriez voté pour Merceron? J'ai bien changé. Vous êtes devenu un sale capitaliste. Un sale capitaliste qui n'a pas de capitaux. La faillite de la banque Badet m'a coûté quelques plumes, Dureux. Des grosses plumes? Mais plus grosses plumes. Pas un mot de ça à Jacques, surtout. Soyez tranquille. Très sérieusement, Dureux, gardez ceci pour vous. Je parle à un ami, silence. Et vous plaignez qu'il se taise? Pourquoi lui raconterais-je ça? Confidence amène toujours une confidence. Il vous parlerait de sa fiancée. Et puis après, il ne s'agit pas d'une confidence ou d'une cachotterie de plus ou moins ou de moins. Il finira bien par me le dire qu'il veut se marier. Tout de même, cela vous fait de la peine qu'il ne vous ait encore rien dit? Ce qui me fait de la peine, Dureux, c'est cet état d'indifférence et d'éloignement où nous vivons. Et il y a des heures, vous le savez bien, où le travail ne marche pas, où on sent fondre son courage, où on a envie de geindre un peu, d'avouer à quelqu'un qui vous aime qu'on n'est pas plus fort que les autres. Parce que quand on a avoué ça, si on a été entendu et compris et plein et aimé, eh bien, on est beaucoup plus fort que tous les autres. Et dire que lui, de son côté, pense probablement la même chose et qu'il rêve d'appuyer sa tête à votre épaule. Vous voudriez pas lui parler? Pour lui dire, mais ce que vous me dites, offrant en ce moment, c'est à lui que vous parlez. Vous lui parlez à travers moi. Mais comme vous êtes intelligent, j'ai essayé déjà tant de fois. Vous? Bien sûr, j'essaye tous les jours. J'arrive ici avec un prétexte quelconque. Prendre les journaux, par exemple. Je m'assieds là, j'attends un peu, et puis je m'en retourne. Je vais retrouver mes papiers. Il travaille beaucoup en ce moment. Cela le rend un peu nerveux. Vous êtes venu probablement dans des moments... Probablement. Vous ne voudriez pas profiter de ce que la conversation ait en quelque sorte commencé pour venir le trouver ici dans un instant? Vous lui demanderez les journaux. Je les lui ai déjà demandé. Il montre les journaux qui dépassent de sa poche. En silence, soudain, il prête l'oreille. Il a entendu le pas de Jacques dans le couloir. Il fait un signe à Dureux et va vivement à la photographie pendue au mur. Jolie chose, entre Jacques, sans se retourner. On fait à présent des photographies excellentes. Les valeurs sont très justes. Les jeunes, seuls, ont un peu foncé. Le jeune n'est pas photogénique. C'est toujours le point délicat. Il faut que je vous laisse. Quand voulez-vous déjeuner, Dureux? Il a tiré doucement les journaux de sa poche. Scène 4. Monsieur Pellissier, Dureux et Jacques. Le jour que vous voudrez, monsieur. Jacques. Quel jour préfères-tu? Ça m'est égal. Tu ne peux pas dire un jour. Je te dis que ça m'est égal. Monsieur Pellissier sur les épaules avec humeur. Voulez-vous mardi? Mardi? Oui.
Le mardi, il n'est jamais libre. Qu'est-ce qu'il fait donc? Il passe tous ses mardis en famille. Quelle blague, c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Alors pourquoi le dis-tu? Pourquoi lui demandes-tu ça? Agacé et mal à son aise. Eh bien, arrangez ça ensemble. Au revoir, Dureux. Au revoir, monsieur. Pendant que Jacques lui tournait le dos, il a déposé après une hésitation ses journaux sur une chaise. Il sort. Scène 5. Jacques Dureux. Dureux, tirant sa montre. 5 heures moins le quart. Alors, cette lettre? Quelle lettre? Ta lettre! Tu n'as pas le temps, mon vieux. Henriette t'attend maintenant. Ne fais pas la mauvaise tête, lis-moi ta lettre, allons. Jacques a ouvert un livre, il lit et ne répond pas. Non, quel sale caractère! Si j'étais comme toi, mon ami, il y a longtemps que nous ne nous verrions plus. Tu devrais bien essayer de changer. Silence de Jacques, un temps encore. Tu crois que ton père n'a pas compris le sens de ta sortie, tout à l'heure? Il est 5 heures moins le quart, mon vieux. Soit! Au revoir! Dis donc! Quoi? Tu avais bien deviné l'affaire Badet. Eh bien, il a perdu beaucoup d'argent. Tu lui en as parlé? Non, mais il me l'a dit. Ah! Il m'a demandé secret, je n'ai pas besoin de te le dire. Tu es son confident maintenant, tu vois? La tête dans son livre, très bien. Agacé, au revoir. Au revoir. Dureux, après une hésitation éclatante. Si tu n'étais pas ce que tu es avec ton père, ce n'est pas à moi, un étranger, qui confierait ces sortes de choses. Prends garde, mon vieux. Un jour viendra où tu regretteras. Et c'est très douloureux. Crois-moi, ces regrets-là. Jacques ne bouge ni ne parle. Dureux, par contenance, feuillite un livre sur la table. Au fond, tu l'adores, toi, ton père. N'éreinte pas mon droit constitutionnel, je te prie. Tu as pour lui une sorte de culte, de vénération, seulement tu prends bien soin de ne pas le lui laisser voir. Oh, je connais ça. J'ai fait de même avec mon père. Il ne savait rien de moi. Quelquefois, comme le tien, il venait dans ma chambre bavarder avec mes amis. Il leur racontait des histoires de sa vie, après avoir recommandé à la cuisine qu'on nous fit un joli goûter. Mes amis étaient flattés et ravis, mais moi, je les tirais par la manche. Je leur faisais signe de se taire, de laisser tomber l'entretien. Je pensais, lui, j'ai toute la vie pour l'écouter. Un temps, Jacques, qui était vautré dans son fauteuil, rectifie insensiblement la position. Voilà près de 10 ans qu'il est mort. Eh bien, depuis 10 ans, il ne s'est rien passé d'heureux ou de malheureux dans ma vie que je ne l'ai rapporté à lui immédiatement. J'ai besoin de lui expliquer sans cesse ce que je suis, ce que j'ai fait, ce qui m'est arrivé. Papa, j'ai pensé ça, je fais ça, j'ai vu ça. Je le fais assister à mon évolution. Tiens, lorsque j'ai connu Henriette, je me suis surpris, bien des fois, à lui parler d'elle. Au fond de moi, tu comprends, papa, cette petite. À la lui expliquer, à la lui présenter tout bas. Il me semble toujours, vois-tu, que ça lui appartient, ma vie, que ça l'aurait intéressé. Il s'assit. Quand ils sont là, on n'y pense guère. Après, on ne les oublie plus. Il y a un certain rêve que je refais souvent. La trame, les décors, les détails, incohérents naturellement, variants, mais le sens reste le même. Je rêve que mon père est près de moi, qu'après une longue séparation, je vais le toucher, l'embrasser, revoir ses yeux intimidants, qui maintenant ne m'intimideront plus. Je n'ai qu'un pas à faire, il est là. Mais au moment de le saisir, quelque chose s'est interposé, un remous de foule, une vapeur, et c'est fini, je l'ai perdu. Ou bien, j'ai rendez-vous quelque part avec lui, à une heure fixe, je me hâte, mais je n'ai plus qu'un corps en ouate. Le temps presse, je veux courir. On dirait que je marche dans de l'eau, que l'eau appuie sur ma poitrine. Je fais des efforts insensés. Il se lève, un silence. Naturellement, je n'arrive jamais. Je ne t'ai pas attendu, tu sais, pour essayer de parler à mon père. Toi? Quelquefois, quand je suis seul, quand je n'ai pas envie de travailler, il y a des jours où, sans raison, on est découragé, sans force. Je vais m'asseoir dans son atelier, mais je le sens distrait, occupé de ses affaires. Alors je renonce. Je rentre ici. Je rouvre mes livres. J'essaie de travailler tout de même. Je choisis le moment où il est occupé. Idiot, ces moments-là, tu crois qu'on les choisit? Mais au moins, qu'il vient ici, lui, dans ta chambre, tu pourrais l'accueillir, le retenir, lui parler. Lui parler de quoi? Montre-lui que ce qu'il fait t'intéresse.
Parle-lui de son hôtel, par exemple. Ce serait malin. Et puis parle-lui de toi. Parle-lui d'Yvonne. Tiens, rien ne pourra le toucher davantage. Et même, sais-tu que tu devrais faire cette lettre d'Yvonne qui est là, dans ton tiroir, cette lettre que tu voulais me lire? Eh bien, lis-la, lui. Parfaitement, lis-la, lui, mon vieux. C'est idiot ce que tu dis. Pas de suite. Il croirait que c'est prémédité. Commence par lui parler de son hôtel, tu m'entends? Tu m'ennuies, je sais ce que j'ai à faire. Cette fois, il faut que je parte. Au revoir, téléphone-moi. Jacques, le rappelant. Dis donc, quoi? Dis-lui au revoir avant de partir. Non, mon vieux, non. Il est 5 heures. Bien, bien. Fous le camp. Scène 6. Jacques, seul, puis Monsieur Pélissier. Jacques seul reste un instant immobile, songeur. Il frotte son nez avec le dos de son index, puis se décidant tout à coup, il ouvre son tiroir. Il prend la lettre d'Yvonne, la met dans sa poche et délibérément va vers la porte. Il veut l'ouvrir, mais elle résiste. Il tire plus fort, Monsieur Pélissier est derrière. Tiens, je venais te demander tes journaux, tu sortais? Non, non, je reste ici. Tu dînes ici? Oui, tu n'entres pas? Si, tu veux. Petit silence, il hésite tous deux à parler. Tu as beaucoup à faire ce moment? Assez, oui, bien gentil, pour l'ami Dureux. Oui, t'en as-t-elle toujours? Non, bigrement intelligent. Ce n'est pas fini? Quoi? T'en as-t-elle? Mais si, quel cœur exquis-il là, quelle sensibilité, quel charme. Ah, il m'a fait un grand plaisir. C'est fini, quand va-t-on commencer les travaux? Je ne sais pas, nous avons bavardé comme de très vieux amis, nous avons beaucoup parlé de toi, mais je vous croyais pressé. Pressé, Durez-moi? Mais non, tu ne m'écoutes pas. Comment je t'écoute pas? Je te parle de ton hôtel. Mais laisse donc mon hôtel tranquille. Est-ce que vous ne deviez pas ouvrir au mois d'octobre? C'est bien possible. Ça t'ennuie que je te parle de ton hôtel? Dieu, que tu es entêté. Je te parle de Dureux. Ah bien, très bien. C'est si rare, un ami, un vrai. On a besoin d'avoir près de soi quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui vous connaisse, hein. Oui, Dureux a l'air d'avoir pour toi une affection profonde. Tu m'entends? Oui, je t'entends. C'est ennui que je te parle de Dureux? Pas du tout. Tu es là, tu ne dis rien. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu m'apprends que Dureux m'aime. Eh bien, je t'écoute. Tu as une façon d'écouter. Pourquoi me rembarres-tu? Pourquoi me rembarres-tu quand je te parle de ton travail ou de tes affaires? Moi, je te rembarre. Il te demande des renseignements sur l'hôtel Georges II. C'est une question qui te passionne. Pourquoi ne me réponds-tu pas? Tu t'intéresses toujours aux choses quand il ne faut pas. Je pourrais te dire la même chose. Qu'est-ce que tu veux savoir sur l'hôtel Georges II? Rien, ce n'est pas la peine. Ah, tu en as, mon pauvre ami, un caractère. Moi? Dame, il n'y a jamais moyen d'avoir une conversation avec toi sans que tu te vexes ou que tu prennes la mouche. Il me semble en ce moment que c'est toi qui prends la mouche. Je ne dis rien. Mais tu as un air. La faute à qui? La mienne peut-être. Sans doute, chaque fois que je viens à toi, que je te parle de ce qui m'intéresse, tu ne m'écoutes pas. C'est moi qui suis venu à toi, parce que je t'ai demandé d'entrer. Je suis venu dans cette chambre exprès pour te parler. Tu es venu chercher les journaux. Alors, je mens? J'allais chez toi, je voulais justement aujourd'hui. Réponds, je mens. Je t'ai dit que je voulais. Je ne te demande pas ce que tu voulais. Je te demande ce qui s'est passé. Suis-je venu à toi, oui ou non? Je ne dis pas que tu n'es pas venu, mais tu n'es pas venu pour me voir. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu es venu pour me voir? Monsieur Pace t'a fait emporter. Voilà 1 heure que je te le répète. Et puis, ne prends pas cet air sceptique. Je ne te permets pas, tu m'entends, de mettre en doute ce que je te dis. En voilà de façon. Où vas-tu? Je ne sais pas, je m'en vais. Tu fais aussi bien. Va, mon petit, va te promener. Allez, file. Parbleu, j'en étais sûr. C'est toujours la même chose. Bonsoir. La porte claque, Monsieur Pélissier reste seul. Alors l'animation de la colère tombe. Son visage se détend. Son dos se voûte. Ce n'est plus qu'un pauvre homme décontenancé, vieux, triste. Ses yeux se mouillent.
Un temps, la porte se rouvre brusquement. Il tressaute et essuie d'un geste court. Furtif, les larmes de ses yeux. Jacques est entré et semble chercher quelque chose. Monsieur Pellicier se détourne afin de lui cacher son visage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas parti? Je pars. Cependant, il observe son père qui, lui tournant soigneusement le dos, est remonté jusqu'à la fenêtre. Il regarde ce dos, hésite enfin, faisant un gros effort. Je peux te le prouver que j'allais chez toi pour te parler et que j'avais quelque chose à te dire. J'allais te dire que j'aime une fille et que... Il balbutie, gêné. Une jeune fille qui... Monsieur Pellicier, je sais, chut, c'est moi, tiens, qui vais te dire quelque chose. Approche. Il se retourne et lui ouvre ses bras. Jacques s'y jette. Il s'étreigne. Grosse bête. Rideau.